Bien, bonjour à tout le monde. Une puissance micro, vous allez pouvoir m'entendre. Donc je me présente rapidement, mais je vous montrerai une petite vidéo d'introduction, ce sera plus simple. Mais mon prénom c'est Philippe. Je suis très heureux d'être avec vous, le seul homme dans cette salle aujourd'hui. Quel honneur. Ça, on dit déjà beaucoup sur le fait quand on parle préjugés, il n'y a que des femmes qui viennent. Ça permet de faire réfléchir. Heureusement c'est filmé, donc on va pouvoir envoyer ça à nos amis les hommes pour qu'ils regardent cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler préjugés en 2 heures. On ne va pas forcément avoir le temps de rentrer bien dans le sujet parce qu'en 2 heures, c'est très rapide pour parler d'un sujet qui est très, très complexe et très dense. Mais on va essayer de brosser l'ensemble de la problématique et surtout, la 2e heure, je vais vous faire travailler par rapport à un cas auquel vous pouvez vous rapprocher dans votre travail, dans votre milieu professionnel. Et le but, ce sera de vous donner un outil qui vous permettra plus tard de diagnostiquer d'éventuelles problématiques liées aux préjugés. D'accord ? Parce que voilà, en 2 heures, on n'avait pas le temps de tout faire, donc je me suis dit autant faire quelque chose de pratique et de pragmatique que vous puissiez leur amener au travail pratiquement. Alors, donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de quoi, déjà ? Parce que si on parle de préjugés, il faut savoir qu'est-ce qu'on définit comme étant un préjugé. D'accord ? Chose que j'aime beaucoup faire, moi, quand je parle de quelque chose, c'est de savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire, avant d'en parler. Parce que justement, on va voir que ça permet d'éviter beaucoup de préjugés quand on sait de quoi on parle. On va parler de comment ça marche, quelle est la mécanique de nos préjugés au niveau biologique, au niveau contextuel, au niveau social. Et puis après, on va parler de comment éviter aussi nos préjugés, de comment résister à nos préjugés. Ce n'est pas forcément toujours aussi facile. Et le danger vient justement quand on a l'impression qu'on a fini. On va apprendre à encourager. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc on va pratiquer. Alors, avant de vous montrer une petite vidéo de présentation, je voudrais savoir un petit peu qui est dans la salle, puisqu'on n'a pas beaucoup de monde, on peut en profiter. On va commencer par l'organisatrice en chef de cet événement. Hein ? Je vous passe le micro ou on fait sans micro ? On fait sans micro, hein ? Ouais, ok. Il faut... C'est micro, la bière Merci. Donc moi, je suis Bérangère Labrosse, je suis la directrice du COSIP, le Centre d'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle de l'université. Et je suis également co-chargée de mission égalité femmes-hommes à l'université depuis cette année. Donc raison pour laquelle on a pensé à organiser cet atelier aujourd'hui. Donc bonjour tout le monde, Dairia Sylvie, je suis coordinatrice des parcours adaptés cette année. Yes, à l'université. Yorana Marilo Papaura, bibliothécaire à l'Université de la Polynésie française. Heriti Derite, chargée d'orientation dans le centre d'orientation des stages et de l'insertion pro de l'UPF. Et je fais partie également du groupe de travail sur la mission égalité femmes-hommes à l'UPF. Grues Sarah, étudiante en master MCI et stagiaire au sein de la mission égalité femmes-hommes. Bonjour, alors moi c'est Condelo Mélissa. Donc je suis enseignante référente aux usages du numérique dans le 1er degré et je suis rattachée à la circonscription de Aroué, Mahina et Hitiaotera. Bonjour à tous, pareil, moi c'est Tamou Tauhiti, je suis également RN, donc enseignante référente aux usages du numérique. Alors moi je suis basée à la circonscription de Tayarapu, donc la presqu'île, et aux Australes. Voilà. Kauhanui, je suis Audrey Tamarii, je suis le RUN comme mes 2 collègues de la circonscription des Marquises. Yorana, je suis Sanfo Heichare, étudiante parcours adapté droit, économie, gestion. Yorana, je m'appelle Hainui Williams, je suis gestionnaire des stages au COSIP et je suis une ancienne étudiante aussi de droit, donc je t'ai eu comme professeur. Donc voilà. Oui. Bonjour, moi je suis Ninon Louise Lepage, je suis canadienne en visite ici et j'écris des articles pour un magazine qui s'appelle Ludomag. Merci. Alors rapidement, moi je vous montre qui je suis, ce sera plus rapide avec une vidéo. Et il y a un certain nombre d'exercices que j'ai trouvé vraiment étonnants. Ils amènent des prises de conscience, ils permettent de changer le regard. Je ne m'attendais pas au déroulé de la journée sur ce thème, et c'était très intéressant.
Et voilà, c'était très riche aussi en partage. C'est vraiment un bon moment que j'ai passé et je crois que je l'ai dit à chaque fois que je suis arrivé, j'étais content d'être là parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose là, qui pouvait m'apporter vraiment pour mes projets futurs. Bien qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle, à chaque fois les ateliers font appel à creuser un peu plus ce qu'il y a en nous. Vous êtes prête à chanter? Ok, donc on va parler préjugés aujourd'hui et je vais vous poser une première question. Ça va être une première question interactive. Donc je vais vous demander de vous connecter à Internet si vous ne l'avez pas déjà fait. Également, juste une petite question de logistique. Comme vous le savez, l'événement est filmé. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Non? Non, ok. Si à un moment donné, vous voulez partager quelque chose et que vous souhaitez que ça reste entre nous, n'hésitez pas à le dire, on s'arrangera avec la technique. Bérangère gérera ça pour nous sans problème. Voilà. Mais le but, c'est de respecter tout le monde. Ok, donc je vais vous demander de vous connecter à Internet parce que, voilà une question pour vous. Est-ce que vous avez des préjugés? Donc vous allez sur l'adresse qui est tout en haut, po2lev.com/pacific28-347 et vous répondez à la question, avez-vous des préjugés? C'est simple, hein, c'est oui, non ou je ne sais pas. La question est facile, c'est juste pour vous familiariser avec l'outil parce qu'il y en aura d'autres après. C'est bon, tout le monde a pu... Vous avez pu accéder à la plateforme au moins? C'est bon, ça marche pour tout le monde? Mesdames référentes à l'usage du numérique, vous devriez être les premières à répondre. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok? Tout le monde a répondu? Ouais? Ok, donc à 67% vous dites oui, 70% vous dites oui, 10% non et 20% je ne sais pas. Donc ça c'est juste pour voir un petit peu comment vous ressentez cet élément. Donc on va faire un petit exercice pour voir comment vous interagissez avec les préjugés. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous pouvez écrire la réponse soit sur votre ordi, votre carnet, ou si vous voulez la partager avec le groupe, n'hésitez pas. Première question, quels sont les préjugés que les autres ont sur vous? Quels sont les préjugés que les autres ont sur vous?
Si vous voulez citer des exemples, n'hésitez pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, on me dit toujours, tu ris trop et trop fort. C'est un préjugé ou un constat? On va voir, on va définir les préjugés. Quelqu'un d'autre, éventuellement, veut partager sur ce point-là? Vous n'êtes pas obligé. Hein? Ok. Deuxième question. Pourquoi? Pourquoi les gens ont ces préjugés-là sur vous? Qu'est-ce que vous pensez qui encourage ou qui aggrave ou qui justifie ou qui explique ou qui permet à ces gens d'avoir ce genre de préjugés sur vous? Question suivante. Quels sont les préjugés que vous avez sur vous-même et pourquoi? Et là, j'entends les claviers qui sont... Ça y va. Quels sont les préjugés que vous avez sur vous-même et pourquoi? Et là encore, si vous voulez partager, la parole est ouverte. C'est fait exprès. D'abord, je fais un peu de confusion, puis après, on clarifie les choses. Question suivante. Quels sont les préjugés que vous avez sur moi? Et pourquoi? Bien sûr que si. Ah bah, raison de plus. Pour vous, je suis une page blanche. C'est là où on peut déverser tout ce qu'on a envie de déverser. C'est pas un préjugé, c'est de la corruption, ça. Et du mensonge. Et enfin, plus généralement, quels sont les préjugés que vous avez sur les autres en général? Parce que bon, il faut être réaliste quand même, les autres sont moins bien que nous, forcément. D'accord? Ils sont plus lents, ils conduisent plus mal, ils ne font pas bien leur travail, ils ne sont jamais à l'heure, alors que nous, bah nous on est parfaits. Donc c'est quand même vachement mieux. Donc avec ces quelques questions, bah on brosse déjà pas mal un aperçu de l'impact que les préjugés vont avoir sur nos interactions, sur notre façon de nous voir, sur la façon d'interagir avec les autres, sur la façon d'interagir avec le monde. Et finalement, on en a sur soi, on en a sur les autres, on en a sur des personnes spécifiques, on en a tout le temps, des préjugés. D'accord ? Le plus dur, c'est de bien les identifier. Mais on va retravailler là-dessus juste après. Mais un petit élément sur lequel je veux insister juste avant qu'on aille plus loin, c'est que bien souvent, quand on a des préjugés sur les autres, c'est surtout parce qu'avant tout, on a des préjugés sur soi-même. Et si je n'ai pas confiance en moi, si je passe mon temps à me rabaisser, si je passe mon temps à ne pas croire en ce que je peux faire, etc., ben je vais être mal à l'aise. Je vais être mal à l'aise avec moi-même. Et donc, parce que je suis mal à l'aise avec moi-même, je n'agis pas naturellement, donc je vais être mal à l'aise avec les autres. Et pour compenser, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des étiquettes. Et je vais me dire, bah, ces personnes-là, elles sont comme ça. Alors, soit elles vont être catastrophiquement pires que moi, ou alors elles vont par principe être toujours meilleures que moi, parce que moi, je suis nul. D'accord? J'ai mon préjugé qui dit, t'es nul. T'as pas confiance en toi, ça sert à rien, tu vas pas y arriver. Les autres, de toute façon, sont toujours meilleurs que toi. Mais en étant meilleur que toi, du coup, tu deviens jaloux, et puis tu vas dire, ah oui, mais de toute façon, ils ont eu leur poste parce que... D'accord? Et bah voilà, on a démarré la boucle. Donc la première chose à regarder, c'est quels sont les préjugés qu'on a sur soi. Et comment on s'aime soi-même, comment on s'apprécie soi-même, comment on essaye de lutter contre les préjugés qu'on a vis-à-vis de soi-même avant de commencer à lutter contre les préjugés qu'on a vis-à-vis des autres. Parce que tant qu'on garde les préjugés vis-à-vis de soi-même, on gardera cette incertitude, cet inconfort,
un confort qui va nous amener dans des problématiques liées à du stress, à des émotions relativement négatives dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est pour un petit constat de départ. Maintenant, les préjugés, c'est quoi? Donc prenez 2 minutes et soit en binôme, soit en trinôme à votre table, essayez de réfléchir à comment vous définiriez ce qu'est un préjugé. Essayez de vous entendre ensemble à définir, à expliquer clairement ce qu'est pour vous un préjugé. Ah non, ça c'est vrai, ça. J'aime vivre dangereusement. Ça y est, vous avez convenu votre définition? Ouais. Les 6 ou vous en avez plusieurs? Ouais, très bien, très bon signe. Ok. Alors, vous voulez commencer? Qui c'est qui nous présente? En fait, le préjugé pour notre groupe, c'est une opinion qu'on se fait d'une personne sans la connaître. Oui, pour nous, ça serait plus une croyance, en fait. Ça rejoint la croyance. Tu crois... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Le voyou. Je peux compléter, hein. Donc c'est pour dire que c'est une évaluation en fait que l'on fait et qu'on renvoie sur nos valeurs à nous. Si c'est pas comme nous, c'est comme ci, comme ça. Merci bien. C'est pareil. Justement, c'est pareil. Exactement. C'est pareil. Ok, alors, effectivement, il y a beaucoup de vrai dans ce que vous avez dit. Moi, je vais vous en proposer une autre qui rejoint beaucoup ce que vous avez dit. C'est une opinion a priori favorable ou défavorable
qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d'apparence. Mhm. Eh bien non, les préjugés peuvent être positifs. On peut avoir des préjugés positifs sur quelqu'un, et ça peut être utile, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si j'ai une opinion favorable sur vous, parce que je me dis, ben, elles sont intelligentes, elles sont venues à mon atelier, j'ai un préjugé favorable vis-à-vis de vous, d'accord? Donc tous ceux qui sont en dehors de ce cercle-là que je vois favorablement, ben, subissent les contre-coups de mon opinion favorable vis-à-vis de vous. D'accord? Ou admettons dans le cadre de l'éducation, puisque votre domaine professionnel c'est l'éducation, si je me dis, et c'est ce que je vais vous dire est basé sur une expérience qui a été menée par des psychologues américains, si je vous dis, ben, les petites filles, elles sont plus sages que les petits garçons, par nature. Donc si elles font une bêtise, c'est pas normal. Donc je vais les aider à grandir. Donc quand elles feront une bêtise, je vais les punir en leur disant, ben, tu vas me faire un problème de maths, par exemple, ou tu vas faire tes devoirs, tu vas profiter de la punition pour faire tes devoirs. Mais du coup, ça veut dire que je considère que les petits garçons, eux, c'est normal qu'ils fassent des bêtises. Ils sont bêtes, ils sont comme ça, ils sont violents, ils se tapent dessus, ils sont comme ça quand ils sont petits. Donc quand je vais leur donner une punition, ben, je vais leur donner une punition bête et méchante, parce que de toute façon, il n'y aura pas l'idée qu'il faut que je les aide à revenir dans le droit chemin, parce qu'ils sont comme ça. Tu vois? Donc on a toujours, c'est une opinion favorable qui, du coup, génère des opinions défavorables à côté, et l'inverse aussi. D'accord? Donc les préjugés peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, d'accord? Mais ils sont toujours posés a priori. Et ça, c'est important dans la définition. C'est-à-dire avant même de savoir. Si je n'ai même pas cherché à connaître, j'ai déjà dit. Je t'ai vu, je t'ai jugé. Point final, j'ai fait mon truc. D'accord? Et ça, c'est là la problématique du préjugé. Donc c'est une opinion, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement, et très souvent pas du tout basé sur des faits, contrairement à un constat. Là, c'est l'ancien juriste qui rentre en jeu. Quand vous avez un accident, vous faites un constat, c'est-à-dire vous dites, voilà ce qui s'est passé. À telle heure, la voiture immatriculée tant est arrivée par le stop, elle a grillé le stop, elle est rentrée dans ma voiture. C'est un constat, on constate les faits. Mais ce n'est pas une opinion. Une opinion, c'est j'étais prioritaire, je roulais à la bonne vitesse, c'est toi qui es en faute. Là, ce n'est plus un constat, c'est une opinion. Et l'opinion, ben, elle est forcément centrée sur mon positionnement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est par rapport à ma vision du monde, par rapport à mes valeurs. Et ça, c'est un problème. Alors, ces préjugés, comme on le dit, ils sont en fonction d'un certain nombre de critères personnels ou d'apparence et ils sont très fortement liés à, j'ai oublié ça, sont très fortement liés à des éléments biologiques. Notre nature humaine nous pousse à des préjugés. Et ça, c'est le plus gros danger. C'est qu'on a l'impression, oui, mais si je sors du contexte qui me pousse à avoir des préjugés, je suis bon. Ben non, parce que naturellement, en tant qu'être humain, on a malheureusement un défaut de fabrication, oui et non, parce que ça nous aide quand même, mais qui crée une base favorable aux préjugés. Et puis il y a une base culturelle, et puis enfin, il y a une base contextuelle. D'accord ? Donc les préjugés, ils sont liés à ma nature humaine, ils sont liés à un espace culturel auquel j'appartiens, et aucune culture n'est immunisée contre les préjugés, il faut être clair là-dessus. Et puis le contexte où je travaille, dans quelle position sociale, socio-éducative, socio-économique, etc. Okay ? Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces éléments. Et quand on dit opinion négative, finalement, on se rend compte que c'est très lié à une réaction de peur. Si je rejette quelqu'un, si je considère que cette personne n'est pas bonne, c'est parce qu'à un moment donné, elle génère chez moi l'impression d'une menace. L'impression d'un sentiment d'inconfort, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente. Elle ne me ressemble pas, physiquement. Donc si elle ne me ressemble pas, ben moi ça me questionne. Pourquoi elle est différente ? Elle vit différente de moi. Et ça me fait peur parce que ça me questionne. Moi qui n'ai déjà par exemple pas confiance en moi, si je vois quelqu'un qui vit différent de moi, ben ça remet en question tous mes choix. Quand je vis dans un monde où tout le monde est comme moi, ben je suis rassuré, je suis conforme. Je suis conforme, donc c'est bon. Je n'ai pas à remettre en question mes choix. Mais si quelqu'un commence à faire les choses différemment, me dit moi c'est comme ça que je vis, du coup, moi, je m'ouvre à la question, et si je n'étais pas dans le bon ? Et si c'est moi qui avais tort ? Et du coup, si je n'aime pas ce questionnement, si je n'aime pas cet inconfort, si ça me fait peur, et ben du coup, qu'est-ce que je fais ? Je rejette. Je repousse. Et ça, c'est lié à quoi ? Ben, c'est lié au stress, tout simplement. C'est lié au sentiment et à l'émotion stress, émotion qui se passe au sein de notre organisme. Alors, comment ça marche le stress ?
bah, ça commence par une réaction d'alarme. Je vois quelque chose qui envoie un message à mon cerveau qui me dit « Ouh là là, attention, là c'est bizarre. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je n'ai pas l'habitude de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais résister. Je vais mobiliser tous mes moyens pour résister contre cette alarme, contre cette situation qui a déclenché un signal dans mon cerveau. Puis à force, ben, je m'épuise. Un des autres éléments du stress, c'est, j'en parlerai peu aujourd'hui, mais c'est la résilience, c'est-à-dire que plus je m'expose à des situations stressantes, plus j'apprends à réagir de façon plus convenable à mon stress, et du coup, je peux construire des réactions plus pertinentes. Mais le stress, ça se définit comment? C'est une situation qui est évaluée par un individu comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être. D'accord ? C'est la perception d'un état de divergence, donc de différence, de dissociation, entre une nécessité d'adaptation et la capacité à y faire face. Donc, quand je suis dans un environnement familier, dans la fameuse, on avait peut-être entendu parler, parce qu'on nous la sort aujourd'hui à toutes les sauces, la fameuse zone de confort, je suis à la maison, je suis dans mon canapé, je suis bien, je suis tranquille, je maîtrise mon environnement. Dès que je m'expose à un environnement qui est différent, culturellement, professionnellement, humainement, eh bien, je me mets dans une situation où mon esprit, mon individualité, mon intelligence est soumise à de la différence, à du challenge, à de la contestation, à du questionnement. Et ça génère de l'inconfort, ça génère du stress. Je suis en état défensif. Je résiste. C'est tout le temps le cas. Bien sûr, c'est tout le temps le cas. Et comme je disais en plus tout à l'heure, si on a une tendance à ne pas avoir confiance en soi, on est encore plus facilement en stress parce que chaque nouveauté nous dit, de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Et on se crée son propre stress aussi. Donc, c'est comme ça, c'est naturel, c'est notre nature humaine. Le but, c'est d'en être conscient et de se dire, c'est pas parce que je ressens ça que c'est nécessairement l'attitude ou la réaction qu'il faut que j'adopte. D'accord ? Et dites-vous bien ça, les émotions négatives, comme le stress ou comme la colère ou comme la haine, qui sont liées à ces états défensifs de notre cerveau, d'accord ? Notre cerveau, juste pour vous dire, il ressemble à ça, hein, vous le connaissez tous, et l'ensemble de notre stress, de nos émotions négatives, il est au niveau du milieu du cerveau, là, le truc qui ressemble à un bizarre escargot. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, entre guillemets, d'accord ? C'est la partie la plus primitive de notre cerveau. On l'appelle reptilien, pourquoi ? Parce qu'on retrouve une structure cérébrale similaire chez nos amis les reptiles, les crocodiles, etc. Et c'est là-dedans que se gère l'ensemble de nos émotions négatives, d'accord ? Pour résumer un petit peu. Alors que les autres émotions, elles, sont gérées dans d'autres zones de notre cerveau. Donc quand on ressent du stress, de la colère, des émotions négatives, c'est vraiment le cœur de notre nature, notre instinct, qui se met en place. Mais personne n'a dit qu'on était obligé de suivre notre instinct. Et c'est là où la connaissance du mécanisme est importante, parce qu'elle va nous dire, je ressens quelque chose vis-à-vis de cette personne, comment je prends le dessus sur ce sentiment pour me dire, avant de ressentir le stress, la colère et de la rejeter, je vais noter la réaction d'alarme que mon cerveau me donne, il me dit, attention à quelque chose que je ne connais pas, ok, je vais essayer d'apprendre plus sur cette situation et de combattre ce rejet naturel que m'impose ma biologie humaine. D'accord ? Mais si on ne connaît pas le mécanisme, on va considérer que c'est une réaction naturelle. Et on va se dire, je ressens de la colère ou de la peur envers cette personne, c'est normal, il faut que je la rejette. Et là, je pars dans les préjugés. Et je vais trouver après, parce que notre cerveau, il est fort pour trouver toutes les bonnes raisons du monde. D'accord ? Donc une fois qu'il a ressenti un truc, il va chercher à la justifier. Ça, c'est un mécanisme très fort chez l'esprit humain. Là, je m'éloigne un petit peu, mais j'en profite quand même. C'est ce qu'on appelle le bonheur synthétique. C'est-à-dire qu'on est toujours capable de trouver des bonnes raisons à tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à nous de définir si on veut ou pas que ce soit quelque chose de positif. D'accord ? C'est pareil pour le négatif. Si j'ai de la colère, je n'ai pas de nécessité à l'accepter. Je peux apprendre à la gérer, apprendre à la questionner et aller plus loin que ça, à me dire je reprends le contrôle, le cortex préfrontal, la partie qui est devant là, de mon cerveau, qui est la partie la plus moderne, la plus récente de l'évolution, et qui gère le questionnement, la capacité à se poser des questions, etc. Celle-là, c'est celle qui doit prendre le dessus sur ma réaction de stress. Parce que si je laisse le stress faire, une fois, 2 fois, 3 fois, que j'apprends à réagir contre toi, toi, tu n'es pas la même, mais tu es un peu différente aussi, je vais appliquer la même réponse, et toi pareil, et puis toi pareil, et puis toi pareil, et puis toi pareil. Et alors là, je rentre dans un cycle d'habitude qui fait qu'à chaque nouveauté, à chaque différence, je vais m'emprisonner dans mes préjugés. Et on va rentrer dans un cycle d'habitude où le stimulus de la différence va créer une routine de rejet, et parce que j'ai rejeté, je me sens confort. Et à partir de là, c'est un cycle
permanent. Et une fois que j'apprends à rejeter, ben je peux nourrir ce sentiment de rejet et continuer à vivre sur mes préjugés et à rejeter, à rejeter, à rejeter. Parce que je ne fais que prendre mes réactions instinctives sans chercher à y réfléchir, sans chercher à aller au-delà de ce que mon instinct primaire, qui date d'il y a très longtemps, me dit attention, danger. Mais ça, c'est attention, danger, il y a genre 100 000 ans, on vivait dans les grottes, machin et tout, il fallait qu'on se batte pour survivre. Depuis, on a appris à vivre ensemble, on a appris à vivre en groupe, donc on n'est plus obligé d'aller à suivre notre instinct. Donc ça, c'est pour le mécanisme psychologique ou biologique, on va dire, des préjugés. Il faut bien connaître ça, il faut bien savoir quels sont les pièges de notre propre esprit qui nous poussent à trouver des bonnes raisons de rejeter l'autre et de nous faire une opinion non fondée sur l'autre pour nous protéger par rapport à nos ressentis de danger, de menaces. Oui. Alors tu peux, c'est plus compliqué, forcément, ça prend du temps. Mhm. C'est compliqué. Ouais, ouais. C'est compliqué, mais c'est jouable. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est très difficile d'aller à l'encontre d'un mécanisme comme ça, très instinctif, très ancré, parce qu'il faut bien savoir aussi qu'on vit nous-mêmes avec un préjugé vis-à-vis de nos émotions. On considère que les émotions négatives, telles que la colère, la haine, la peur, sont plus fortes que le bonheur, l'amour, etc. Parce que le ressenti énergétique de l'émotion est plus intense. Mais ça ne veut pas dire que l'émotion est en elle-même plus efficace, plus impactante. Les scientifiques ont démontré le contraire. Mais effectivement, ça génère une résistance forte, une résilience qui est là pour le coup mauvaise, parce qu'on est tellement habitué à le faire qu'il faut vraiment aller casser l'armure de protection pour aller dedans. Mais c'est jouable. Ça prend du temps, mais c'est jouable. Et je peux vous donner un exemple, je ne m'étalerai pas plus dessus, mais de l'Afrique du Sud, qui à l'échelle d'un État a travaillé à casser cette mécanique du préjugé institutionnalisé, où on a dit, après plus d'un siècle de traitement discriminant, ségrégant, tout ce que tu veux, ils ont mis en place un mécanisme de traitement de ce préjugé collectif, de ce rejet collectif. Mais ça a pris du temps, c'est encore en train de se faire. Et c'est pas facile. Exactement. Et à l'échelle individuelle, c'est pareil, on peut trouver des cas, mais c'est jouable. Mais ça prend du temps. Et après, suivant le degré d'impact, ça va nécessiter après des spécialistes en matière psychologique, psychiatrique ou autre, plus clinique. Bien sûr. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure par rapport aux petits garçons et aux petites filles, comme je disais, c'est une étude réelle qui a été menée dans les écoles aux États-Unis par 2 psychologues américains qui ont réalisé ça pour que les enseignants se rendent compte de ce préjugé qu'ils avaient entre les petits garçons et les petites filles, dont ils ne se rendaient pas compte. Mais on en parlera un petit peu à la fin, après. Donc, si on reprend une définition, mais orientée d'un côté peut-être plus sociologique, donc c'est une opinion hâtive et préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation, ou due à la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il nous arrivait un truc, et du coup, on va dire, ça, c'est le principe. Je vous donne un exemple très clair. Mon père, dernièrement, a été en ville, il habite à Maïna. Il descend en ville et il se gare à côté du lycée Lamennais, vous savez, la rue qui mène vers la mission. Et il revient, boum, amende. Et il se trouve que je l'appelle genre 10 minutes, un quart d'heure après, et il me dit « Ouais, les policiers, c'est tous des... Hein ?» Là, je ne dirais pas le mot. Là, je suis venu là, et comme par hasard, je me suis dit « Non, mais tu te rends bien compte qu'ils ne t'attendaient pas. Ils ont autre chose à faire que d'attendre. » Ils se disent « Attention, c'est lui, il arrive, on va aller le voir. » Il dit « Non, mais à chaque fois, tous les jours, je passe par là, et puis je regarde, et les voitures, elles n'ont pas d'amende. » Et je suis repassé une demi-heure après, et puis il n'y avait pas d'amende. Je dis, oui, mais ils ont un cycle de passage, je comprends, ce n'est pas par rapport à toi.
Donc quand il est à un stop et qu'il attend de passer, il dit bah voilà, ils arrivent tous à ce moment-là quand j'arrive. Vous voyez, c'est toujours par rapport à moi. J'ai un cas précis par rapport à moi et je généralise à tout le monde. D'accord ? Quand on est sur la route, tout le monde nous en veut, tout le monde nous coupe la route. C'est quand même inadmissible. Vous ne pouvez pas savoir que je suis en train de conduire, vous ne pouvez pas rester chez vous quand je suis sur la route. C'est quand même dingue ça. Et ça, c'est des préjugés. D'accord ? C'est que je considère que ma position est préférable à la vôtre, donc laissez-moi passer. Mon urgence est plus urgente que la vôtre. Il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école. Bah oui, mais tout le monde le fait aussi. Alors on fait quoi? On fait un tir au sort, on regarde qui c'est qui doit arriver en premier. Et ça, c'est le problème. Et on le trouve dans beaucoup de situations. Prenons un exemple. Aujourd'hui, si vous écoutez les gens qui sont d'une génération avant nous, ils vont vous dire, mais les jeunes aujourd'hui, ils sont tous sur leur téléphone. Avant, c'était pas comme ça. Avant, on avait le sens du contact. Les anciens, ils savaient faire. D'accord, on se parlait, alors qu'aujourd'hui, non. Bah, pourtant, des fois, quand on regarde, certains anciens, ils étaient dans leur journal. Hein. Est-ce qu'il y a plus d'interaction humaine? Du mal à la voir. Il y avait la même attitude, avec des outils différents, mais le ressenti est par rapport à mon positionnement à moi. Tout ce qui est venu avant, c'était bien. Tout ce qui est venu après, c'est pas bien. Donc la technologie, c'est pour les gamins, ça ne sert à rien. Bon, un autre, les blondes. Il suffit que j'ai croisé une blonde qui était un peu bête, et puis alors ça y est, les blondes, alors dis non, les blondes. Et en plus, le cliché de la blonde, alors là, c'est la partie, on va dire, plus contextuelle, plus culturelle, qui vient nous dire, bah, les blondes, elles sont toutes bêtes, mais qui a dit que l'intelligence était liée à la couleur des cheveux? Ce serait bien, cela dit, ce serait plus facile pour les enseignants de se dire, bon, bah, j'ai un blond dans la salle, bah, tant pis, on va faire une classe de blonds, comme ça, les pauvres, ils vont aller à leur rythme. Ce serait plus facile, n'empêche. Alors, il y a une expérience qui a été menée là-dessus, justement, par un scientifique, plus ou moins dans les années 60, où un enseignant a pris sa classe et il a dit, bah, à partir d'aujourd'hui, les gens qui ont les yeux bleus, bah, ils auront accès à tout. Et les gens qui ont les yeux marrons, bah, ils iront au fond de la salle, et puis bah, tant pis pour eux, ils n'auront plus de cahiers, ils n'auront plus de bouquins, ils n'auront rien. Il aura fallu 3 jours pour que les enfants tombent dans cette dynamique en disant, bah, parce que j'ai les yeux bleus, je suis supérieur à vous. Et on est arrivé, et en fait, c'était inspiré de ce qui s'est passé dans l'histoire, hein, le cas du nazisme, etc., où le professeur voulait faire comprendre à ses élèves comment rapidement on peut tous tomber dans cette généralisation qui est juste orientée par rapport à une décision, un choix culturel, un choix social, de dire, bah voilà, ces gens-là, ils sont pas bien. Les blondes, elles sont bêtes. Et ben aujourd'hui, qui entend des blagues de blondes? Il y en a plein. Et même les blondes elles-mêmes disent, ah, je fais ma blonde. Ma grande, il faut que... Oh, hop là, on se secoue un peu. D'accord? Et on voit comment ça tombe très vite dans ce genre de clichés. En ce moment, on a les Chinois. Les Chinois, ils sont tous, c'est des virus. C'est même plus des Chinois, c'est des virus. Il y a un gars qui est tombé malade, enfin il y a quelques milliers, mais sur 1 milliard quand même, c'est pas non plus, la proportion n'est pas énorme. Et on nous dit, attention, les Chinois, il ne faut pas s'en approcher. Mais alors, en plus, les Chinois de Tahiti, excusez-moi, c'est pas... Ils n'ont pas été en Chine, ils n'ont pas été dans la ville qui est contaminée. Même ceux qui ont été dans cette ville qui ont été contaminés, ce n'est pas parce qu'ils sont chinois que d'un coup ils deviennent des lépreux ambulants. Mais on le voit très vite sur les réseaux sociaux, notamment. On parlera un petit peu d'Internet tout à l'heure. D'accord ? Le contexte aussi social, politique du moment, économique du moment, pousse à certains clichés. Tu en parlais tout à l'heure. Aux États-Unis, les clichés sur les Africains américains, qui aujourd'hui n'arrivent même plus à rentrer dans un Starbucks, on les prend pour des voleurs. Je lisais il y a quelques semaines encore, quelqu'un qui est rentré chez lui, dans sa maison, le voisin a appelé les flics. Le gars, il rentre chez lui, il ne fait rien, il va dans sa maison, il ouvre la porte et « Ah non, bah, c'est un voleur, pourquoi? Parce qu'il est noir. » D'un côté, ces gens-là, on a envie de leur dire « Vous n'avez pas fait mieux non plus. » L'épisode de Charlottesville aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi ça, où une manifestation de suprémacistes blancs est venu là faire vivre des clichés aussi par rapport à une menace d'une invasion quelconque, etc. Puis on a des clichés par rapport aux nationalités. Là, c'est l'Inde. On dit, ah, les Indiens, c'est des sous-développés, ils sont pauvres, ils sont sales, ils mangent mal, l'hygiène, etc. Regardez-moi ça, ils marchent sur les rails. C'est vraiment n'importe quoi. On a quand même des standards de vie bien meilleurs. Et le problème, c'est que l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Donc si aujourd'hui on peut se permettre de préjuger de la qualité de vie des Indiens par rapport à nos standards de vie, c'est parce que pour l'instant la culture dominante c'est celle dans laquelle on est baigné. Alors nous en Polynésie c'est un petit peu différent parce qu'on a un mélange de cultures, mais on est grandement influencé par la culture de dominance européenne et nord-américaine.
Mais dans quelques temps, ceux qui vont dominer en termes de démographie, c'est plus nous. Donc les standards, les normes de vie vont changer. Donc de nouveaux préjugés aussi vont venir se mettre face à nous par rapport à notre mode de vie et notre capacité à voir. Alors plus près de chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce genre de choses. Alors c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. On va demander de courir comme une fille. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Se battre comme une fille. Now throw like a girl. Jeter une balle comme une fille. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Cours aussi vite que tu peux. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Alors, en toute honnêteté, si je vous avais posé la question à vous, de courir comme une fille, de vous battre comme une fille, vous auriez fait comment? Non, je vous pose la question à vous. Pas comme le premier groupe? Aucune de vous? Si. Ouais, c'est normal, parce que c'est ce qu'on appelle les cadres psychologiques. C'est-à-dire qu'on est influencé par le contexte socio-économique, éducatif, culturel, etc., qui nous dit qu'il faut penser comme ça. Et là encore, les cadres psychologiques ils sont importants parce qu'ils nous aident à aller vite dans la vie quotidienne. Si chaque décision qu'on prend au quotidien, on devait y réfléchir en permanence et analyser l'ensemble des informations en permanence, on ne ferait pas grand-chose. Je me lève le matin, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je pourrais prendre du café ou du thé. Si on procédait comme ça en permanence, nos journées ne seraient pas très productives, pas très efficaces. Donc notre cerveau a développé la capacité à se baser sur des éléments du contexte, des éléments qu'on a entendus, qu'on a perçus, qu'on a reçus, d'accord? Et on généralise. Et cette généralisation, elle peut être utile. Et là encore, il ne faut pas dire « Ah non, moi je ne généralise pas ». Si on le fait, c'est naturel. Mais le contexte dans lequel on vit nous pousse à des généralisations qui sont exagérées. Et c'est là où naissent les préjugés. Parce qu'on dit, ben voilà, cours comme une fille. Et même les filles réagissent comme ça. Et c'est là où on voit, et on voyait petit garçon qui dit, mais non, mais j'ai pas insulté ma sœur, j'ai insulté les autres. Mais ça veut dire que ta sœur, c'est quoi? C'est pas une fille, c'est quoi? D'accord? Il ne se rend pas compte qu'au travers de ça, eh ben, il préjuge
Il juge sans savoir ou il généralise un cas, alors que quand il connaît la personne, et là on commence à comprendre la clé pour lutter contre les préjugés, c'est que si je sais de qui je parle, mais je n'ai pas le préjugé parce que je sais qui c'est. Donc je reconnais l'individualité de la personne et donc j'ai plus à lui afficher, à lui coller la façade de la généralisation que mes cadres psychologiques, mes cadres socio-économiques, mes cadres culturels m'imposent. C'est ça qui est fascinant. Quand vous regardez les êtres humains, ils vont vous dire mais non, mais moi je suis pas raciste. Mais en même temps, quand on va lui parler des Chinois, les Chinois ils ont tous des virus. C'est raciste. C'est de la généralisation basée sur le physique, sur la base d'informations complètement fausses, non pertinentes, d'accord. Alors qu'à côté de ça, effectivement, son meilleur ami ou son cousin ou n'importe qui peut effectivement être d'origine chinoise. Et se dire, mais non, mais lui c'est différent. Les autres, l'autre, toujours ceux que je ne connais pas. Donc j'arrive à caler comme ça. Alors on va faire un petit exercice pour vous engager un petit peu dans la chose. Donc vous allez prendre votre feuille de papier et vous allez faire un tableau comme celui qui est sur la photo. Là. Dans la colonne de gauche, vous allez lister le nom de 5 à 10 personnes, 10 c'est bien, en qui vous avez vraiment confiance. Mais attention, personne de votre famille biologique. D'accord ? Ça doit être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas relié biologiquement. D'accord ? Donc des amis, des collègues, etc. Donc pas de frères, pas de parents, pas de sœurs, pas de grands-parents, pas de cousins. Alors je sais qu'ici, ça nécessite d'aller un peu loin. Mais 10 noms de personnes avec qui vous n'êtes pas reliés directement, biologiquement, en qui vous avez fortement confiance. Donc une fois que vous avez noté le nom de ces 10 personnes, notez dans la colonne suivante le genre de chacune de ces personnes. Oh, je suis sûr qu'il y a des personnes en qui tu as confiance, quand même, en dehors de ta famille. Des collègues, des amis. Bah, des gens avec qui voilà, tu as l'habitude d'aller voir si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de discuter, si tu as besoin d'échanger, avec qui tu te sens suffisamment confortable pour te confier, pour parler de toi, pour parler de ta vie, sans forcément dire que tu vas mettre ta vie entre leurs mains. Hein, on ne va pas forcément aller jusque-là. Mais des gens avec qui tu te sens suffisamment confortable, si tu veux, pour parler de toi, parler de tes choix, pour parler de tes décisions. Voilà. Donc amis, collègues, voisins, chiens, éventuellement. Pas de. Alors le conjoint, ça peut, mais on est engagé contractuellement, donc on n'a plus le choix après. Mais en tout cas, pas de personne avec qui on est lié biologiquement, en tout cas. Donc une fois que vous avez les noms, vous mettez le genre de chaque personne sur la colonne suivante. Sachant que le genre n'est pas forcément binaire. Ensuite, vous mettez l'appartenance ethnique. Alors c'est un peu la simplificateur, mais il faut bien dans le cadre de l'exercice, de quelle culture ils sont issus.
Après, vous pourrez continuer avec leur niveau d'éducation. Ils ont des diplômes, pas de diplômes. S'ils ont des diplômes, quel diplôme? Bac plus 1, 2, 3, 4, 12. 26, il me semble, c'est le record. Ensuite, leur âge, éventuellement leur nationalité, et puis on va s'arrêter là. Une fois que vous avez fini de remplir le tableau, jetez un œil au résultat. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous frappe, qui vous interpelle. Ouais, quand vous regardez le résultat, surtout des femmes par exemple, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ok. En principe, si mes calculs sont bons, vous devez avoir quand même une certaine homogénéité dans ce tableau, dans les différentes catégories. Il y a une grosse masse qui ressort où c'est globalement le même type de profil de personnes. Les mêmes origines culturelles, le même niveau d'éducation, à peu près la même génération, le même genre. Il y a une certaine uniformité qui se fait, c'est normal, c'est humain. Parce que quand je cherche à donner ma confiance, je cherche à être confort. Et pour être confort, je vais chercher des gens qui me ressemblent. Et je me crée mes propres cadres en me disant, les seuls en qui je peux avoir confiance, c'est les gens qui sont comme moi. Et à partir de là, je me crée ma propre limitation, mes propres préjugés, en disant ma confiance n'appartient qu'à ceux qui sont comme moi. Donc forcément, l'autre, qui est différent, devient sensible à mon niveau, à un préjugé. Et déjà, quelqu'un, j'ai du mal à lui faire confiance. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas expliquer pourquoi on ne fait pas confiance à cette personne. Parce que on n'a pas les mêmes origines. On dirait dans les vieux proverbes français, on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on se dit ouais mais je suis quand même et on se refuse de se l'admettre, on se dit mais non moi je suis quelqu'un d'ouvert et c'est vrai, on fait beaucoup d'efforts mais naturellement nos tendances nous poussent à ce genre d'éléments, c'est comme ça, c'est humain, on cherche à aller vers ceux qui nous ressemblent, c'est plus simple, on comprend mieux, etc. Mais ça a un piège, le piège c'est que ça nous enferme dans une vision du monde, dans une réalité du monde qui est la même que la nôtre. Et du coup, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux génèrent ou encouragent ce système, cette mécanique de ressemblance. On ne vous montre que des informations qui correspondent à ce que vous pensez. Dans vos amis Facebook, vous êtes dans ce schéma-là aussi, très certainement. Sauf à vraiment faire un effort conscient ou, de par l'expérience de la vie, ce qui peut arriver, on a effectivement la possibilité d'être en contact avec énormément de gens très différents. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire je ne vois ou je ne cherche que des informations, que des personnes qui vont venir confirmer ce que je pense savoir déjà. Donc si je suis quelqu'un d'optique plutôt libérale au niveau de l'économie, par exemple, je vais aller vérifier ma croyance, mon opinion, en allant chercher des informations uniquement qui confirment ce que je pense. Et c'est très compliqué de sortir de cette boucle-là parce que c'est notre cerveau, là encore, la mécanique de notre cerveau, le contexte sociétal que l'on a créé qui nous encourage là-dedans. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance de ça. C'est très compliqué parce qu'on est fait de biais. On est fait de préjugés. Naturellement, notre humanité est une humanité de préjugés. Et le reconnaître, c'est déjà le premier pas.
Dernièrement, je lisais différents articles sur ça, et il faut quand même s'arrêter 2 minutes là-dessus. Vous savez que si je vous avais fait, par exemple, tout mon truc en vers, en rime, eh ben, j'aurais eu la capacité de vous faire croire plus facilement ce que je vous disais. Parce que l'être humain a une tendance naturelle à donner plus de réalité, plus de véracité, plus de confiance à un discours en rime qu'à un discours normal. C'est fou, hein? C'est pour ça que les publicités, c'est des chansons en vers. Et que vous retenez bien le truc, et après, bah ouais, non, c'est vrai, ce qu'ils ont dit, c'est à la télé, je l'ai vu, c'était en rime en plus. Et puis c'était sur la chaîne que je regarde tout le temps, que mon voisin qui est exactement comme moi, il regarde, donc c'est sûr, c'est vrai. Ben voilà. C'est terrible, parce que c'est très très compliqué de sortir de ça. Alors, maintenant que je vous ai bien déprimé, que je vous ai dit que de toute façon, vous étiez pleine de préjugés, que ça n'allait jamais changer, on va quand même s'intéresser à comment on fait pour sortir un petit peu de cette dynamique-là, parce qu'il y a quand même des solutions. Première des solutions, c'est d'utiliser une capacité naturelle de l'être humain, l'empathie. C'est quoi l'empathie? Se mettre à la place de l'autre, effectivement. Et c'est un exercice qui paraît simple, parce qu'au début, on se dit, bah, moi j'ai plein d'empathie, regarde mes amis, je suis super empathique avec eux. Ah ouais, c'est facile, ils nous ressemblent. Et en plus, on les connaît, on les aime bien. Maintenant, être empathique avec celui qui nous a coupé la route la semaine dernière, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, il faut que je me mette à ma place. Ouais, mais moi, j'étais quand même plus pressé que lui. Alors, je veux bien être empathique, mais il y a des limites à mon empathie. Alors, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est une capacité naturelle et biologique de l'être humain. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est quelque chose de biologique. Vous avez dans votre cerveau ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent, pour expliquer ça de façon plus simple, des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'en gros, si je te vois rigoler et que je mets des électrodes sur ta tête, je vais observer un certain nombre de zones de ton cerveau qui s'illuminent. Vous avez vu ces images des cerveaux qu'on observe, et ça fait comme un sapin de Noël. Si je te vois rire, dans mon cerveau, il va se passer quasiment le même processus. C'est-à-dire que s'il y a des électrodes dans mon cerveau, quand je te regarde en train de rire, on va voir les mêmes zones s'illuminer, alors avec peut-être un peu moins d'intensité. Mais notre cerveau, quand je vous regarde, je vois des gens qui me ressemblent, des êtres humains. Là, attention, il y a aussi une clé au niveau des préjugés. Et parce que vous êtes triste, parce que vous êtes joyeuse, je vais ressentir ce que vous ressentez. C'est une capacité naturelle de l'être humain, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer nos sociétés d'aujourd'hui. C'est l'empathie. Ce n'est pas notre intelligence. On a beau être super, on envoie des fusées dans la Lune, etc. Ce n'est pas ça qui a fait notre avantage dans l'évolution biologique, c'est notre empathie, c'est notre capacité à se regrouper, à être ensemble, et à faire des grands groupes qui nous ont permis de lutter contre les mammouths, contre tout ça, et au final d'être là où on en est aujourd'hui. Et si vous regardez un enfant, certains d'entre vous ont peut-être des enfants, vous en avez en tout cas dans votre entourage, quand vous souriez à un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Si vous montrez comme ça au bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil. Empathie, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est parce que j'ai de l'empathie, je vois quelqu'un qui fait quelque chose, je me dis tiens, je vais refaire. Ah, ça marche. Bon, ok, ben, j'enregistre. Donc si on a de l'empathie, on apprend. Si on a de l'empathie, on reconnaît l'autre tel qu'il est et on peut se mettre à sa place. Et on peut apprendre à se mettre dans les pompes des uns des autres. Et ça va nous aider petit à petit à lutter contre nos préjugés. Mais pour cela, il faut reconnaître l'humanité chez chacun d'entre nous. Ça, c'est un travail un petit peu plus compliqué. Et c'est comme ça que certains extrémistes commencent dans le langage. Ils retirent l'empathie en disant mais ces gens-là ne sont pas des humains, ce sont des cafards, par exemple. Ou ce sont tous les noms que vous pouvez trouver dégradants qui vont déshumaniser l'autre, sur laquelle après on va pouvoir construire un terreau de préjugés, de rejet, de différence et de discrimination et de ségrégation. Et si vous étudiez tout ce qui s'est passé dans les régimes ségrégationnistes, ça commence toujours comme ça. On déshumanise d'abord, et après on peut en faire ce qu'on veut, parce que vous ne valez pas mieux qu'un cafard. Et un cafard, voilà. D'accord ? Mais si je vous reconnais en tant qu'humain et que j'utilise mon empathie, on va commencer à avancer dans la lutte contre les préjugés. Alors on va se faire un petit exercice pour savoir qu'est-ce que ça fait de se mettre dans nos pompes. Alors vous avez des petits accessoires ici, si vous voulez vous aider. Vous allez vous mettre en binôme si c'est possible, sinon en trinôme éventuellement. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser certains de ces petits accessoires-là, qu'on distribue ici, et essayer de vous mettre dans les pompes de la personne en face de vous, et de décrire quelle est la vie de cette personne, quels peuvent être ses rêves, ses espoirs, ses peurs. Et l'autre personne va écouter, et vous allez voir si c'est bien deviné ou pas. À vous de voir. Donc bon, ça c'est juste pour le fun, c'est juste pour apporter un peu de fun, mais vous
par exemple, rappelle-moi, Marie-Laure, c'est ça? Oui, c'est ça. Marie-Laure, tu vas essayer de deviner la vie de Louise, c'est ça? La vie de Louise. De quoi elle rêve, de quoi elle a peur, quels sont ses espoirs, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Sans lui poser de questions. Juste au travers de ce que tu as pu entendre, juste voir un peu. Oh, si tu as envie de décrire sa vie avec des petits accessoires, c'est possible aussi. Okay? Donc essayez de vous mettre à la place de l'autre. C'est mieux? Oui, c'est pas grave, sinon c'est juste parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément tous les uns sur les autres. Donc, vous avez l'occasion d'en savoir plus. Vous mettre à la place de l'autre. Donc tu regardes ta voisine et tu essaies de deviner qu'est-ce qui se passe dans sa tête, de quoi elle rêve, de quoi elle a peur, quels sont ses espoirs, quelles sont ses envies. On s'est vite fait présenter tout à l'heure, donc c'est aussi pour tester vos capacités d'écoute quand on s'est présentés les uns les autres. Vous pouvez faire l'exercice avec moi si vous voulez. Qu'est-ce que vous savez sur moi? Essayez de ressentir de l'empathie pour moi. Non, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile, hein? Vous allez me dire, vous allez me regarder en me disant, mais Philippe, là tu nous fais faire de la voyance ou de la divination ou tirer les tarots. Mais c'est le but de l'exercice. L'empathie, ça paraît simple. On se dit, bah faut se mettre à la place de l'autre. Bon, bah ok, je me mets à ta place. Bon, bah t'es une femme étudiante, ok, bah je sais tout sur toi. Ça y est, j'ai fait preuve d'empathie. Bah non. Ça serait bien, mais c'est pas aussi simple. L'empathie, c'est quelque chose qui se travaille. On a tous de l'empathie, naturellement. Mais cette empathie, on ne la pratique pas de la même façon. Et c'est là où est le piège. Une étude a été menée, et il se trouve que les gens qui ont une catégorie socio-professionnelle élevée, les gens qui ont bien réussi dans la vie par exemple, font preuve de moins d'empathie que les gens qui ont des difficultés financières. Donc plus finalement vous êtes confortable dans la vie, plus il est difficile de faire preuve d'empathie pour ceux qui ne sont pas dans le même confort que vous. Alors que plus vous galérez, bah plus vous allez comprendre ce que c'est la galère chez l'autre. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames, votre nature de femme vous donne une capacité plus forte en termes de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Non. Parce que les hommes ont vécu dans le privilège depuis que l'homme est l'homme, c'est-à-dire que ça fait longtemps, et qu'il est du coup beaucoup plus difficile pour un homme de se mettre à la place de quelqu'un qui a subi une discrimination. Avec la meilleure volonté du monde, même si on est très sensible à la question, même si on fait vraiment très attention, eh ben, on va avoir toujours plus de difficultés qu'une femme qui sait ce que c'est qu'être discriminée, qui sait ce que c'est que d'être considérée comme moins bien,
Qui sait ce que c'est d'avoir à se battre plus pour accéder au même poste? Qui sait ce que c'est que d'être moins payé? C'est une grande question. Il n'y a pas de réponse. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut, et on va avancer petit à petit là-dessus justement, toujours se souvenir que nos privilèges nous poussent à avoir des préjugés, ou nous limitent dans la compréhension de nos préjugés, nous limitent dans la capacité à faire preuve d'empathie. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est véritablement que finalement on a construit autour de nous une barrière de confort qui du coup, plus on a de privilèges, plus cette barrière, ce mur est haut à franchir, et plus on veut passer de l'autre côté, plus ça va être difficile. Parce que comprendre ce que quelqu'un a vécu, quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile. Ça revient à faire de la voyance, comme vous en avez fait là, en disant « mais je ne te connais pas, tu vis là, tu fais ci, ouais, là j'y vais, vas-y ». Alors, il y a un petit peu de ça, oui, effectivement. Alors là, c'est plus par rapport à l'appréhension qu'on a de l'argent, de la notion de travail. Donc, c'est plus par rapport à une appréhension de concepts sociaux, économiques, etc. Mais là, la mécanique est un petit peu similaire. C'est-à-dire, quand je suis dans un environnement privilégié, il va être beaucoup plus compliqué pour moi de me rendre compte et de lutter contre mes préjugés. Parce qu'effectivement, pour moi, ça va de soi. Si, les femmes elles veulent des salaires égaux, ouais, allons-y, donnez-leur. On m'en fout. Ouais, mais il y a peut-être plus de travail à faire que de dire c'est bon, moi ça marche. Effectivement, je comprends qu'elles veulent, je suis bien payé. Forcément, c'est simple, d'accord? Et c'est du coup un travail à faire qui est un petit peu plus compliqué. Alors justement, on va se refaire un petit sondage en ligne. Quelles sont les conséquences concrètes de nos préjugés? Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie quand on a des préjugés? Et vous, dans votre domaine professionnel, vos préjugés ou les préjugés que les autres ont sur vous, ou ceux que vous avez vis-à-vis de vous-même, quel impact ça a au quotidien dans votre vie? Oui, absolument. Absolument. Quoi d'autre? N'hésitez pas à marquer vos réponses, si vous voulez. Sinon, si vous voulez partager comme ça à l'oral, ça marche aussi. Oui, a priori, il y a plusieurs réponses. Ouais. Ouais. Ah ouais, le dernier est important. Donc on voit la liste, elle s'allonge. Il y a énormément d'impact à nos préjugés. Et on peut en citer d'autres. On limite notre curiosité, parce qu'on est tellement bien dans nos privilèges, pourquoi on va aller s'embêter à sortir? D'accord? Ça, c'est aussi un petit peu embêtant. On ne voit pas, effectivement, quelqu'un l'a dit, ça va réduire les capacités à discuter, à échanger avec l'autre. D'accord? Parce que de toute façon, j'ai mis une étiquette, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose maintenant. C'est quand même vachement plus facile de juger les gens que d'apprendre à les connaître. Il faut leur parler, il faut passer du temps avec eux, j'ai autre chose à faire, il faut que je poste une photo sur Instagram quand même. C'est quand même vachement plus important. Et puis c'est surtout que ça va nous faire prendre des postures. Qu'est-ce que j'appelle des postures? C'est un mot qu'on entend souvent, il faut faire très attention quand on utilise le mot posture. Une posture, ce n'est pas une attitude. Une posture, c'est quelque chose qu'on prétend faire. D'accord? Je fais la posture de l'homme fort. C'est une posture, ça ne veut pas dire que je suis fort. C'est une posture. D'accord? C'est une apparence que je donne d'une situation. D'accord? Et quand je prends une posture, ça veut dire que je ne le fais pas pour de vrai. C'est-à-dire que je prétends le faire. D'accord? Et du coup, je me limite.
où je pousse les autres à prendre des postures vis-à-vis de moi, et on manque de sincérité, on manque d'empathie, on manque d'échange, et du coup c'est là que naisse le conflit, parce qu'on va arrêter de communiquer. Et ça c'est très compliqué. Et dans le monde du travail, malheureusement, on en voit énormément. On vit sur des préjugés, parce que c'est le chef, bah, il est nul, ou il n'écoute pas. Donc je ne vais pas aller dire à mon chef ce que je pense, parce que ça ne sert à rien, il ne va pas m'écouter, c'est mon chef. Alors que 6 mois avant, ce n'était pas mon chef, et on était copains comme cochons. Mais depuis que c'est mon chef, ça y est, c'est un con. Pourquoi? Parce que c'est mon chef, d'accord? Et tout un tas de choses comme ça. Ou à l'époque, quand moi j'étais juriste, on me disait ah, mais les juristes, vous êtes chiants, vous dites toujours non. Ben, non, mais ça fait partie du boulot. Mais si vous essayez pas de comprendre ce que c'est le métier, ben forcément, d'accord? Etc., etc. Ou les médecins, ils sont insensibles. Bah oui, mais pourquoi? Il y a peut-être une raison à ça, d'accord? Et ces postures-là, ben, ça nous invite à faire des conclusions assez rapides, et ces conclusions rapides nous font manquer des opportunités. Des opportunités de connaître, d'être curieux, de développer la connaissance. Je vous fais un petit test. Petite histoire de voiture. Un père et son fils ont été impliqués dans un accident de voiture dans lequel le père a été tué et le fils a été grièvement blessé. Le père a été déclaré mort sur les lieux de l'accident et son corps a été amené dans une morgue locale. Le fils, lui, a été emmené en ambulance dans un hôpital voisin et a été immédiatement conduit dans une salle d'opération au service des urgences. Un chirurgien a été appelé. À son arrivée, et en voyant le patient, le chirurgien traitant s'est exclamé « Oh, mon Dieu, c'est mon fils !» Comment expliquez-vous cela? Donc, je vous résume l'histoire. Un père et son fils en voiture, accident de voiture. Le père meurt sur le coup, son corps est enlevé, envoyé directement à la morgue. Le fils, encore vivant dans un état grave, est envoyé à un hôpital et il arrive dans la salle d'opération. Un chirurgien est appelé pour intervenir sur le fils et il regarde donc le corps du fils qui est... corps du fils. Je ne vous fais pas un évangile, je vous promets. Il regarde le fils et il dit oh, « C'est mon fils ». Comment cela est-il possible? Non. Bonne tentative. Comment cela est-ce possible que le chirurgien s'exclame « Mais c'est mon fils ». Non. Non. Alors, il y a une technique de raisonnement scientifique qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui se décrit de la façon suivante. Si vous voyez un animal à 4 pattes avec une crinière, pensez d'abord à un cheval avant de penser à un zèbre, parce qu'on n'est pas en Afrique. C'est pareil, vous n'allez pas chercher des zèbres quand vous pourriez voir des chevaux. Ça ne vous dit pas que le chirurgien, ça pourrait être sa mère, en fait? Et que ça pourrait être une femme qui opère? Et que ça pourrait être aussi un homme, mais que le père et le père soient mariés, et qu'ils aient un fils. Eh oui, préjugé. D'où l'importance du langage, effectivement. D'accord? Absolument. Et ça, c'est l'impact de nos préjugés au quotidien. Ça nous limite énormément. Et effectivement, le langage est important. Si je dis le chirurgien, vous pensez homme. Mais même en pensant homme, vous ne pensez pas que ça aurait pu être un couple marié de 2 hommes. Ce qui est tout à fait possible. D'accord? Et il y a plein d'exemples comme ça dans le langage et dans l'éducation, notamment. On utilise parfois des mots et on ne fait pas nécessairement attention à l'impact qu'ils vont avoir. Ah mais toi t'es nul! Bah oui, bon bah ok, je suis nul, alors pourquoi je vais travailler? Ce qu'on appelle le syndrome de Pygmalion, d'accord? Ou la prophétie auto-réalisatrice. Si je vous dis que vous êtes nul pendant 6 mois, vous allez finir par me croire. Alors que si je vous dis que vous êtes excellente et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez finir par le croire. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, les notions de bonheur synthétique. Finalement, notre cerveau est capable de s'adapter à tout et à toutes les situations. Le problème, c'est que ça se voit aussi dans beaucoup de situations, notamment en ce moment, puisque c'est le débat dans l'ère du MeToo, c'est tout ce qui est en rapport avec les relations entre les hommes et les femmes au travail. Dont une dont on entend beaucoup parler, c'est le man-interrupting ou le mansplaining. Ça vous dit? Vous avez entendu parler, je vous explique. I think that's what's called
called mansplaining. So Mr. Very Important was going on smugly about this book I should have known when Sally interrupted him to say, "That's her book." Or tried to interrupt him anyway, but he just continued on his way. She had to say, "That's her book," 3 or 4 times before he finally took it in. Mansplaining is It's when a man explains something to a woman that she already knows, but he acts like he's teaching her. Does that make sense? Et quand on vous dit vous êtes des femmes, et une femme c'est censé être jolie, oh la Miss, salut la Miss. Vous avez entendu ça des fois? On dit salut la Miss. Bah, la Miss tout de suite ça donne une image, ça donne un cadre, ça donne un préjugé. D'accord? Ou le haïto. Hein, c'est des haïtos nos garçons. Ah oui, donc ça veut dire que les mecs, il faut qu'ils soient guerriers, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient musclés. Et je voyais encore ce matin, vous avez suivi la cérémonie des Oscars. Vous avez vu qu'un Maori a reçu un Oscar, hein, Taika Waititi, qui s'est exprimé sur le sujet en disant, voilà, c'est un Maori, il n'est pas le guerrier tatoué en train de faire le haka. C'est très bien, mais ce n'est pas que ça, le Maori. Ce qui permet à tous ceux qui ne rentrent pas dans cette case, qui ne se reconnaissent pas dans ce terme utilisé parce qu'il correspond à un cliché, un préjugé, ben ça leur donne la possibilité aujourd'hui d'ouvrir d'autres pistes. Donc comment dans l'éducation notamment, on fait attention à l'usage des mots qu'on emploie ou clichés qu'on renvoie au travers du langage pour dire aux gens, ben non, c'est pas comme ça que vous êtes. D'accord. Alors j'avance un petit peu pour qu'on arrive après à la pratique quand même, mais pour vous dire que, non pas que c'est l'heure de l'apéro, mais que les préjugés, c'est comme l'alcoolisme. Comme l'alcoolisme. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de l'admettre qu'on a des préjugés et ne jamais se dire « moi, je suis immunisé, je n'ai pas de préjugés », parce que c'est là où on retombe. D'accord ? Et se dire que, comme l'alcoolisme, on ne peut jamais vraiment en guérir. Que le moment où on se relâche, on va retomber dedans. Même la personne la plus volontaire, la plus engagée, même chez les activistes qui se battent pour le droit des minorités, eux-mêmes tombent dans des préjugés vis-à-vis de ceux qu'ils combattent, vis-à-vis de ceux avec qui ils travaillent, ou même vis-à-vis de ceux qu'ils protègent. Et si on n'a pas cette conscience qu'on est tous plus ou moins alcooliques en matière de préjugés, eh ben, on va tomber dans le piège, et au premier verre qui va venir, au premier virus qui viendra de Chine, on va dire, mais moi je ne suis pas raciste, mais quand même c'est chinois, je les évite en ce moment. J'ai toujours ma petite bouteille de petits produits, parce que dès que j'en croise un, je vais prendre une douche à la bétadine. C'est jamais. D'accord ? Et ça, c'est très dangereux, et c'est le risque le plus important en matière de préjugés, c'est de se dire, moi je n'ai pas de préjugés, ou moi j'avais des préjugés, et j'en ai plus. J'ai un collègue d'Afrique du Sud qui, quand il commence ses ateliers, dit toujours, parce qu'il vient d'Afrique du Sud, il est africanaire, donc d'origine européenne, et il a vécu à l'époque où il y avait encore l'apartheid, et donc il se présente en disant, bonjour, mon nom est Keith, je suis blanc, sud-africain, homme, baby boomer. Baby boomer, ouais, parce qu'il a 60 ans passés. Et parfois, quand il veut vraiment insister, il dit « Bonjour, je m'appelle Keith, je suis blanc, je suis raciste, je suis sexiste ». Non pas qu'il le soit, c'est un homme absolument gentil qui en plus a passé toute sa jeunesse à travailler dans le cadre de l'apartheid pour aider la communauté zoulou à justement sortir de cette situation de discrimination. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas condamner de racisme, de préjugés, etc. Mais son travail, c'est de dire « Il faut que j'apprenne à reconnaître que je suis né dans un contexte qui m'a éduqué comme tel, qui m'a imprégné de codes racistes, sexistes, parce que c'était l'époque, l'endroit, le lieu et le milieu qui m'a poussé dans cette tendance-là. Donc malgré toute la volonté que j'ai, ma chasse le naturel, il finira toujours par revenir au galop. Et comme on l'a vu, notre nature humaine nous pousse aux préjugés.
Donc si on ne reconnaît pas en se disant attention, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je dise que je suis... ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est la première des choses, si on veut lutter contre les préjugés, c'est de se dire, ben, je suis un peu alcoolique, et donc il faut que je me soigne. Et que je reste toujours conscient, et que chaque situation dans laquelle il y aura de l'alcool autour de moi, donc dans laquelle il y aura un terrain favorable aux préjugés, eh bien, il va falloir que je fasse attention. Alors je passe sur celle-là pour avancer, mais comment on fait? Donc comme je le disais tout à l'heure, eh ben, on va d'abord reconnaître ses privilèges. Alors, il y en a qui en ont plus que d'autres. D'accord? Comme dirait Coluche, tous les hommes naissent libres et égaux, mais certains naissent plus égaux que d'autres. D'accord? Effectivement, certains. Donc moi, je suis effectivement un homme, donc j'ai déjà plus de privilèges que vous. D'accord? Parce qu'on nous dit, bah, c'est un homme, donc il a la possibilité d'être chef d'entreprise, homme politique, astronaute, médecin, tout ce qu'il veut. C'est bien. Et pour vous dire toute la vérité, je suis dans ma famille le seul homme de ma génération. Je n'ai que des sœurs et que des cousines. Je peux vous dire que pour moi, l'enfance, elle est passée mais tranquille. Je pouvais tout faire. Je pouvais absolument tout faire. Et mes sœurs me le disent encore, mais toi, tu étais gâté. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais si, en fait, c'est vrai, bien évidemment. Parce que mes grands-mères ne voyaient en moi que l'héritier mâle, celui qui va passer le nom, vous imaginez. Donc j'avais droit à tout. Donc j'ai des privilèges, oui, effectivement. En Polynésie, on a des privilèges. Par rapport à d'autres pays, nos voisins, des pays du Pacifique, ne sont pas dans la même situation que nous. Il faut reconnaître ces privilèges. Ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a énormément d'inégalités chez nous. Mais malgré tout, on a quand même des privilèges. Et il suffit de regarder notre campus, on a une belle université, tout le monde n'a pas cette chance. Il faut l'apprécier aussi. Une fois qu'on a reconnu ces privilèges, il faut aider les autres à en faire de même. Eh oui, c'est pas juste de dire, bah voilà, moi je suis un homme et j'ai été gâté, donc aujourd'hui ben, je ne suis plus gâté, je ne demande plus à mes parents de payer mes factures. Ouh, on a fait du progrès là. On a bien avancé. Non, il faut que j'aille voir ceux qui, comme moi, ont bénéficié de la même situation et qui continuent à dire « Ah, mais moi j'ai droit à ça ». Je dis « Non, non, tu n'as pas le droit ». Ou qui vont avoir un langage qui va justement peut-être diminuer les femmes ou diminuer ou rejeter certaines catégories. Et de ne pas laisser faire. Et de ne pas dire « Ah, allez, c'est pas grave, il dit ça pour rire ». Non. Non, il faut aller et dire « Stop ». Donc si on entend, j'avais une conversation dernièrement avec quelqu'un qui disait « Ah, mais cette personne n'est pas du même sang que moi ». Je dis non, tu ne peux pas dire ça. On est tous humains. On est tous humains, on a des différences culturelles, géographiques, etc., sociologiques, tout ce qu'on veut. Mais le sang qu'on a dans les veines, c'est du sang humain, on a tous le même. Donc on peut, parce que si je commence à dire qu'on n'est pas du même sang, ça veut dire qu'on n'est pas de la même espèce. Donc ça veut dire que je peux te traiter différemment. Comme je traiterais un chien, un chat ou quoi que ce soit. D'accord ? Ça joue à grand... Et parfois, on va passer un peu pour les emmerdeurs de service. Dire, ah, mais on ne peut plus rien dire. Ah, ben maintenant, c'est le politiquement correct. On entend souvent ça. Non, ce n'est pas le politiquement correct. C'est qu'avant, le monde, il était noir et blanc. Donc, c'était facile. On pouvait dire des choses, et puis tous les autres qui n'étaient pas d'accord, ils se taisaient. C'est comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, on a donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus subtil dans la façon dont on fait les choses. Ce n'est pas être politiquement correct, c'est faire preuve d'empathie. C'est être respectueux de l'ensemble des identités qui s'expriment aujourd'hui. Donc il faut être acteur et actrice de la lutte contre les préjugés. Il faut faire attention au langage qu'on emploie, il faut faire attention aux attitudes qu'on a. Il faut comprendre l'inclusivité. Alors l'inclusivité, c'est quoi? On parle beaucoup de tolérance. On dit, bon, bah, moi je suis tolérant. Vous savez ce que ça veut dire tolérer, au sens propre du terme? Tolérer, c'est-à-dire, bon, j'arrive à peu près à vivre avec. Je tolère la chaleur. C'est-à-dire, bon, c'est bien, mais s'il pouvait ne pas y en avoir, ce serait mieux. Je tolère parce que je n'ai pas le choix, mais bon, sans, ce serait bien, quoi. Donc, c'est franchement pas positif quand on dit « moi, je suis tolérant », c'est-à-dire « bon, tu as le droit d'être là, mais parle pas trop fort. Et je te tolère comme ça. » Non, l'inclusion, c'est « j'accepte qui tu es, ce que tu es, d'où tu viens, quoi que tu sois. Tu viens comme tu es, je t'accepte. » Et on va véritablement partager l'espace. Et l'inclusion, en plus, c'est une dynamique qui est infinie. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur, par exemple, les identités de genre. On dit, mais non, mais quand même, les hommes et les femmes, quoi, mince, les autres, voilà, alors maintenant, il y a tout, quoi, je sais plus quoi, les trans, les bi, les machins, non, mais ça suffit, là, il y en a trop, on ne peut pas choisir un camp à un moment donné. Non, il y a une nouvelle identité qui est là, il faut l'accepter. Et peut-être que dans 2 ans, il y a une nouvelle identité qui va sentir l'énergie de s'affirmer et de dire, nous, on veut être reconnus aussi. Et du coup, il va falloir les reconnaître. Parce qu'à un moment donné, la question, c'est de dire où est-ce qu'on met la limite. Et qui décide de quand on met la limite? Est-ce qu'il y a un comité qui se réunit tous les ans en disant bon, alors cette année, on n'accepte que 2 catégories en plus, mais pas plus. On ne peut pas faire ça.
Parce que ça veut dire que autant revenir 50 ans en arrière quand la limite elle était de dire bah non les femmes, dis donc vous n'allez quand même pas vouloir avoir le droit de vote non plus. Et puis quoi? Et puis libérer les esclaves? Attendez mais vous êtes fous, on va quand même pas faire ça. C'est quand même non. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut pousser la ligne. Et si on pousse la ligne, on la pousse et on continue à la pousser. Parce que ça veut dire qu'on donne à l'humanité la capacité de s'exprimer. Et chaque fois que l'humanité accepte comme congénère une nouvelle identité, une nouvelle catégorie d'humains, c'est tout le monde qui grandit, comme nous dirait Bernard Werber, le célèbre écrivain de science-fiction. On va avoir beaucoup de conversations, on va prendre la perspective, et pour faire ça, on va poser des questions. Toujours poser des questions. Vous savez, quand les enfants ils sont petits, ils demandent toujours pourquoi. Et pourquoi ci, pourquoi ça, et à bout d'un moment, elle dit parce que. Et tu te tais maintenant. D'accord ? Non, il faut continuer à le faire, même quand on est adulte, il faut continuer à poser des questions. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens demandent à être affirmés différemment en matière de sexualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils le demandent? Comment je vais faire? Je vais aller leur demander, je vais aller leur poser la question. Au lieu de dire, si vous suivez un peu l'actualité des États-Unis, on va faire une loi pour arrêter l'avortement. C'est inacceptable l'avortement. En tant qu'homme, je considère que l'avortement c'est inacceptable. Et avec mes autres copains mecs, on va prendre une loi pour vous dire, vous, femmes, que l'avortement, vous n'avez pas le droit. D'accord? C'est pas normal. Est-ce qu'on a été demandé aux femmes ce qu'elles en pensaient? Non, peut-être qu'elles en veulent, peut-être qu'elles en veulent pas. La question n'est pas là. Mais la question est de dire si la décision est prise, on la prend avec ceux qui sont concernés. Et on ne dit pas aux gens, non mais attendez, on va décider pour vous. Les gentils petits gens là à côté, vous voulez être intégrés, attendez, on va y réfléchir, on viendra vous dire ce qu'on en pense après. Non, il faut aller voir l'autre, il faut aller lui demander, il faut aller lui poser la question. C'est Einstein qui nous dit ça. Si je n'avais qu'une heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je passerais les 55 premières minutes à définir quelle est la meilleure question à poser. Car une fois que j'ai trouvé la bonne question, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne pose pas de questions, on affirme des choses. Sur Facebook, on partage des statuts. On dit « Moi, je pense que le monde devrait s'arrêter de tourner. Je pense que la Terre est plate. » C'est un nouveau truc à la mode, ça. Mais pourquoi ? Il n'y a personne qui pose ça. Et alors après, on regarde les commentaires. « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que si, parce que... » Il n'y a personne qui pose une question, qui dit « Mais au fait, pourquoi tu penses ça? Où est-ce que tu as trouvé tes sources ?» Et avec ça, on va faire avancer la conversation. Donc, poser des questions, c'est important. Ok, il nous reste un petit peu de temps. Il est temps de pratiquer, puisque comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions et je veux que vous réfléchissiez par rapport à votre propre contexte. Si vous êtes collègues, vous pouvez travailler ensemble, c'est aussi bien, parce que ça permet justement de prendre de la perspective et d'avoir de la conversation, d'accord, et de poser des questions. Si vous êtes dans un contexte qui est le propre au vote, c'est pas grave, mais vous pouvez partager aussi. Okay. Alors, ces questions-là, vous pouvez les noter et les utiliser après dans n'importe quelle situation. Le but, c'est de vous donner un outil de diagnostic, de questionnement, pour dire la prochaine fois qu'on a une situation dans notre environnement professionnel liée à du préjugé, on va se poser ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire « tiens, on a des préjugés dans notre école ». Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les impacts? Vers où on va après? Comment on construit à partir de là? D'accord? Donc voilà ce que vous allez faire. Tout d'abord, il faut identifier une situation que vous avez connue, donc en lien avec une problématique de préjugés. Est-ce que vous avez eu des élèves qui se sont battus parce qu'il y en a un qui a dit toi t'es qu'un je ne sais pas quoi, ou une fille qui s'est faite agresser peut-être en disant ouais mais c'est une fille, c'est tout ce qu'elle veut, regarde comment elle s'est habillée, elle a mis une jupe machin, ce genre de choses. Donc identifier une situation à laquelle vous pouvez penser qui est liée à des problématiques de préjugés. Une fois que vous avez fait ça, expliquez pourquoi vous choisissez ce cas en particulier. Parce qu'il y a plusieurs tendances en fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu énormément de fois et qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre? Donc ça veut dire que derrière, les solutions qu'on a mises en place n'étaient pas les bonnes. Si ça continue à se répéter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il va falloir adresser. Ou est-ce que c'est un événement qui a eu lieu une fois mais qui a impacté fortement tout le monde? Les collègues étaient pas bien, les étudiants étaient pas bien, ou il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui nous a fait prendre conscience que cet événement-là était un événement clé sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on travaille. Ou alors, vous avez entendu parler du même événement dans énormément de structures similaires. C'est-à-dire que là, on a quelque chose
qui est conjoncturelle, qui se répand dans l'ensemble de l'environnement ou du milieu professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, entre guillemets, épidémie, ou qu'il y a une vraie problématique systémique. Ensuite, on va définir clairement ce qui s'est passé et qui étaient les personnes engagées dans la situation. Parce que là aussi, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que ces gens-là avaient la connaissance suffisante? Est-ce qu'on les a informés suffisamment? De quelle origine ils sont? De quel milieu ils viennent? Quel est le contexte? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, vous pouvez demander à quelqu'un qui est dans une situation relativement confortable de faire un travail de réflexion sur soi-même. Mais quand vous avez quelqu'un qui se lève à pas d'heure, qui doit nourrir sa famille, qui doit se battre, etc. en permanence pour survivre, on ne va pas lui dire, dis donc, tu pourrais faire un peu plus d'efforts, toi, quand même. Bah, oui, mais il en fait déjà beaucoup, donc on va peut-être lui parler, on va peut-être lui expliquer les choses d'une façon différente. Donc il faut bien faire attention quelle est la nature réelle des protagonistes dans chaque situation, parce que chacun a son contexte, sans forcément dire que ça va justifier, mais ça va expliquer. Et plus on définit ça, plus on trouve de la matière sur laquelle on va travailler pour chercher des vraies solutions. Et pas pour rentrer dans des solutions fondées sur des préjugés en disant bah, lui il est comme ça, donc. D'accord ? Ensuite, on va expliquer ce qui a été fait, ou ce qu'on a entendu qui a été fait ailleurs, mais qu'on n'a pas fait chez nous, ou ce qui n'a pas été fait du coup. On s'est dit, bah, on aurait dû adresser cette situation-là, et tout le monde a dit non, mais c'est pas grave, ça va pas se répéter, c'est pas grave. Ouais, c'est des gamins, ils se battent un peu, c'est pas grave. Et il lui a arraché le t-shirt, bon, c'est pas grave. Et justement, après, on va se dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse? Qu'est-ce qui a été fait, ou alors qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse? Alors ça, c'est l'étape la plus compliquée, c'est celle qui nécessite un vrai échange, une vraie conversation, de vraies recherches pour trouver et essayer différentes solutions. À ce niveau-là, si vous renouvelez ce système dans vos établissements, dans votre domaine professionnel, ne vous découragez pas si, quand vous le faites une fois, la solution apportée n'est pas la bonne. Parce que là, on est sur de l'humain, et l'humain, ce n'est pas des mathématiques. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une solution que tout de suite, ce n'est pas comme un bug informatique. Encore, on est parfois plus patient avec les ordinateurs qu'on est patient avec les humains. Non, si j'essaie une fois, ça ne marche pas, je réessaye, je continue jusqu'à ce que j'ai vraiment trouvé une solution. Ensuite, on identifie les écarts entre la réalité de la situation et ce qu'on aimerait bien qu'il arrive à la fin. Et on voit est-ce qu'on a réussi à combler les écarts entre ce qu'on aimerait achever et ce qui s'est fait, et pourquoi, comment on explique ça. Ensuite, il y a une question qui est très importante, c'est ce qu'on appelle les conséquences inattendues. Quand je prends une décision, il y a le résultat qui est dans ma tête. Je me dis, voilà, j'ai ce problème, je mets cette solution, donc nécessairement, logiquement, voilà ce qui va se passer. Et si le monde était parfait, c'est ce qui se passerait. Mais le monde, il n'est jamais parfait, et quand je prends une décision, parfois je vais créer des conséquences inattendues. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pu penser si j'avais réfléchi un peu plus longtemps. Regardez le problème des espèces invasives, par exemple. Vous avez toutes connu le cas de la mouche pisseuse, donc on a été envahi de la mouche pisseuse. Et on s'est dit, on va implanter un nouvel insecte dans l'écosystème, il y a la micro-guêpe qui va tuer les mouches pisseuses, et après elle va disparaître d'elle-même, c'est fantastique, c'est magnifique. La nature, elle n'est pas comme ça, la nature, elle décide autrement, et quand on met une nouvelle espèce dans un nouvel environnement, et que cette espèce disparaît, ça ouvre la voie à d'autres espèces. Et si on raisonne de façon mathématique, dans des problèmes de nature humaine ou naturelle, il y a toujours des conséquences derrière. Toujours comme quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait des ronds, ça fait des conséquences, d'accord ? Et il y a celles qu'on imagine facilement, et puis il y a toutes celles auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Parce que si je décide pour une catégorie d'élèves, par exemple, de faire une action, quel impact ça va avoir sur les autres? Comment ils vont percevoir la décision que j'ai prise? Est-ce qu'ils vont avoir l'impression d'être dévalorisés, défavorisés, discriminés? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a un vrai travail de prise de recul et de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et comment on essaye d'ajuster en conséquence? Et puis enfin, de quoi on a besoin pour véritablement mettre en œuvre la solution? Est-ce qu'on a besoin de plus de ressources? Est-ce qu'on a besoin de plus d'éducation? Est-ce qu'on a besoin de... etc. etc.
Donc ça, c'est tout simplement du diagnostic. Quand vous êtes malade, le médecin il vous pose des questions. Et ben, où t'as mal, depuis combien de temps, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, si j'appuie là, ça fait quoi, si j'appuie à côté, ça fait quoi, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il essaye de comprendre ce qui se passe. Et il comprend un peu à l'aveugle, puisqu'il ne peut pas mais juste ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans et dire, ben voilà, c'est ça le problème. C'est pareil dans le genre de problématique en matière humaine, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux préjugés, à l'acceptation, aux interactions entre les individus. Plus on va faire un diagnostic, plus on va poser la question de pourquoi on a ça, de comment on fait, etc., plus on va réussir à trouver une vraie solution. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez peut-être vu ces photos de la ville de Washington avec ce fameux monument avec la statue de Lincoln. On voit ça beaucoup dans les films. C'est souvent la scène de fin. Le héros est assis sur les marches et le soleil se couche, etc. Et ce bâtiment à la mémoire d'Abraham Lincoln est sous la tutelle du département des parcs et jardins américains. Et un jour, le département s'est rendu compte que le budget nettoyage du bâtiment à la mémoire de Lincoln avait explosé. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils disaient, mais attends, il n'y a pas de raison, le reste de la ville, on le nettoie normalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils auraient pu se dire, bon, c'est comme ça, on fait avec, et c'est peut-être tout simplement qu'il y a plus de monde, ou il y a plus de, on ne sait pas quoi, et on y va. Ils se sont dit, bon, pourquoi? Et ils se sont dit, parce qu'on doit le nettoyer plus souvent. Bon, ça, c'est pas assez logique, d'accord? Pourquoi on doit le nettoyer plus souvent? Parce qu'il y a énormément de fientes de pigeons. Fientes de pigeons, le bâtiment, tous les soirs, est complètement mitraillé, et le pauvre Abraham, la fiente de pigeon qui lui coule sur le nez, c'est quand même pas terrible. Donc ils se sont dit, bon, on fait quoi? Ils auraient pu se dire, on peut mettre des filets anti-pigeons. Sauf que c'est moche, vous allez avoir des cadavres de pigeons partout, ça va être terrible. Mais c'était une solution. Si on veut faire vite, qu'on veut être efficace, qu'on veut être pratique et qu'on veut montrer qu'on a fait des choses, on aurait pu faire ça. Non, ils se sont dit, pourquoi il y a autant de fientes de pigeons? Parce que les pigeons sont friands d'une petite araignée qu'on trouve de façon très, très régulière sur ce bâtiment. Alors là encore, ils auraient pu se dire, bon, c'est comme ça, c'est la nature, on fait avec. Non, ils se sont dit, pourquoi il y a ces araignées? Parce que ces araignées mangent une petite mouche qui est présente aussi sur le site. Pourquoi cette mouche, elle est présente? Parce que la mouche sort de terre, ses œufs sont dans la terre, et elle sort de terre au moment du coucher du soleil. Et au moment du coucher du soleil, donc la lumière diminue, les mouches sortent, et qu'est-ce qu'elles cherchent? De la lumière. Et c'est exactement à ce moment-là que le bâtiment allume ses spots. Du coup, les mouches, elles filent droit direct sur les lampes du bâtiment, les araignées se disent « youpi, buffet gratuit », les pigeons arrivent, ils digèrent, et puis terminé, et le pauvre Abraham s'en retrouve tout sali. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'heure d'allumage des lumières d'une demi-heure. Ils ont fait une demi-heure plus tard, ça laisse le temps aux petites mouches de se lever, de se dire « bon, il n'y a rien par ici, on va aller chercher ailleurs ». Et ils ont non seulement économisé de l'argent, mais en plus réglé le problème. Et ça a permis au bâtiment de retrouver sa propreté sans augmenter le budget, sans impacter la qualité du marbre, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont diagnostiqué. Donc si on peut le faire sur un cas comme celui-là, on peut le faire dans toute situation, de se dire qu'est-ce qu'on cherche. Et ça, c'est une grille de diagnostic. C'est-à-dire qu'est-ce que véritablement il s'est passé, qui était là, pourquoi, comment, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, etc., etc. Ça paraît long, mais ça, si on le fait, après on applique une solution qui sera beaucoup plus efficace que si on fait des petites solutions qui coûtent cher et qui au final ne changent pas les choses. D'accord? Après, vous pouvez adapter le contenu des questions, mais l'objectif, c'est de vous pousser à chercher, à investiguer, à enquêter, à vous dire qu'est-ce qui a fait que on s'est retrouvé dans une situation en matière de préjugés. Qu'est-ce qui a fait que cette catégorie d'élèves se retrouve toujours en échec? Qu'est-ce qui a fait que ces bagarres-là surviennent toujours dans cet établissement ou dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que? Et comment on adresse la problématique? Ok? Est-ce que vous avez des questions? Ça peut, oui, bien sûr. De toute façon, poser des questions, c'est bon pour tout. Vous levez le matin, vous posez des questions, c'est très bien. Absolument. Ouais, parce qu'on cherche à faire. On cherche à faire. On vit dans un monde où malheureusement on cherche à faire. Il faut faire pour prouver qu'on est efficace, pour prouver qu'on est indispensable, pour prouver qu'on sert à quelque chose. Alors que se poser des questions, c'est vrai que ça paraît bizarre. On est assis, on est en train de réfléchir dans son coin, mais lui il fait rien. Si, il fait, il réfléchit, il pose des questions, il échange, il discute, il recherche. On n'est pas obligé d'avoir une solution maintenant. Notamment quand on parle de l'humain. L'humain, c'est complexe. Il faut le comprendre avant d'agir.
D'autres questions? Des commentaires, des réactions? J'étais un peu vite, hein, désolé, mais finalement, j'ai toujours trop de choses à dire. Non, non, c'est clair. Là, je prends pas. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Il y a énormément à dire. Ouais. Parce que chacun va venir avec ses préjugés. Celui qui en a vu qu'il y a la bonne qui dit non. Et puis si c'est lui le chef de service, c'est un peu plus difficile. Et c'est vrai. Ouais. Que c'est le chef de service, c'est celui qui décide et qu'on ne peut pas alors aller en profondeur dans la solution. Il va même pas aller au diagnostic, parce qu'il va appliquer et là c'est propre. Et qu'en plus il est en situation de pouvoir le faire. Moi, je trouve que c'est assez important. Et surtout quand on est dans une situation où on ne peut faire le diagnostic. Et pouvoir faire ce diagnostic, il faut que tout le monde soit d'accord d'aller en profondeur. Oui. Donc, il y a le cadre qu'il faut poser. Et il faut aller chercher la contradiction. Et là, il faut aller chercher des gens différents. Plus on valorise la différence, notamment dans l'environnement professionnel, plus on valorise la contradiction. Parce qu'on a des gens avec des expériences différentes, donc des perspectives différentes, donc la possibilité de voir les choses différemment. Si je prends ces 3 personnes qui sont là, je leur dis venez vous asseoir, on va vous mettre à côté de moi. Et on va former une équipe et on va travailler ensemble. Je leur dis décrivons la salle. On va décrire des bancs, un gradin, etc. Et on ne voit pas la partie arrière. Par contre, si je prends l'équipe telle qu'elle est, dans son positionnement, dans son vécu qui est différent du mien, qui est à l'opposé exact du mien, vous me donnez des informations par rapport à ce qui est dans mon dos, que moi je ne vois pas. C'est pareil dans la vie. Si je ne suis qu'avec des gens qui sont dans la même position que moi, on voit la même chose et on fonce droit dans le mur. Mais c'est complexe, comme tu le dis, mais pas compliqué. C'est pas pareil. Complexe, ça veut dire qu'il y a effectivement énormément d'informations, d'éléments à prendre en compte. Mais c'est normal, c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde est complexe par nature. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Donc il faut différencier complexe et compliqué. Non, mais il faut régler le conflit. Mais alors là, c'est encore une autre problématique. Oui. Absolument. Et là, c'est une notion de création d'espace. Une des activités que je fais, c'est le conseil en leadership. Et une des définitions du leadership, c'est que le leader est quelqu'un qui crée un espace dans lequel les autres interviennent. Le leader n'est pas dans l'action, il n'est pas dans l'espace. Il crée l'espace et après il se retire. Et une fois que les bornes sont fixées, bien délimitées, bien expliquées, donc les bornes, c'est les valeurs, c'est le mode de vie, c'est l'appréhension, c'est la nature des interactions. Après, chacun fait son travail. Mais ce n'est pas le boulot du leader d'être le nez dans le guidon et de mettre les mains dans le cambouis. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires? Donc la salle commence à se remplir, a priori, notre session. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation aujourd'hui, c'était un plaisir.